Bienvenue dans cette deuxième partie de Demain à la Une, ce numéro spécial consacré donc à la Journée internationale de la femme. Dans cette deuxième partie, nous allons nous diriger vers l'Afrique et ensuite le monde arabe pour en savoir plus sur les conditions de la femme sur le continent noir et dans le monde arabe post-révolution et post-printemps arabe. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour cette deuxième partie Virginie Herz, donc notre chroniqueur et aussi la présentatrice de l'émission actuelle qui justement s'arrête sur les droits des femmes un peu partout dans le monde. Bonjour Virginie. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous et en face de vous, notre chroniqueur, une autre, en langue arabe cette fois-ci, Maïsaloun Nassar. Bonjour. Bonjour Aziza. Vous êtes aussi la présentatrice de Actuel, mais dans la version arabophone sur France 24. Nous allons donc commencer par l'Afrique et donc avec vous Virginie. La croissance du continent africain ne veut pas ou ne peut pas se faire sans l'amélioration de la condition des femmes dans le continent noir. En tout cas, toutes les ONG, les agences de développement sont d'accord sur ce point. En attendant d'y arriver, on va essayer ensemble de faire le point sur l'état des lieux aujourd'hui. Alors, pour commencer, les femmes produisent 80% des ressources alimentaires du continent africain, mais n'y possèdent que 15% des terres. Pourtant, la femme africaine, selon toujours ces agences de développement et toutes ces ONG internationales, pourrait booster l'économie du continent. Oui, effectivement, vous l'avez dit, le chiffre clé, c'est 80% de la production alimentaire se fait par les femmes. C'est elles qui vont dans les champs, c'est elles qui vont travailler dans les champs, mais elles ne possèdent que 15% des terres. La moyenne mondiale, c'est 30% à peu près. Donc, on est nettement en dessous de la moyenne mondiale. Et c'est le point central, c'est le point clé, l'accès au foncier, l'accès à la propriété terrienne. Pour des raisons coutumières, traditionnelles, la transmission de la terre se fait de façon collective, mais par la lignée de l'homme. Et du coup, les femmes ont un accès très, très limité à ces terres, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas d'argent, elles ne peuvent pas demander de crédit et ça développe toute une précarité. Et qui plus est, même quand, par exemple, elles accèdent à la terre parce qu'elles se marient à un moment donné, parfois, cet accès est extrêmement précaire. Il y a énormément de cas de femmes qui, au décès de leur mari, se font expulser de leur terrain parce que la belle famille récupère la terre à ce moment-là. Et effectivement, c'est des situations absolument catastrophiques. Donc l'accès au foncier est très, très important. Il y a beaucoup de militants qui disent qu'il faut changer les lois, qu'il faut changer les mentalités pour que, au moins, à ce niveau-là, au niveau de l'accès à la terre, il y ait du changement. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que à partir de là, à partir de l'accès à la terre, on peut développer toute une dynamique importante. Et c'est d'autant plus important qu'effectivement, vous l'avez dit, les femmes sont très dynamiques sur le continent africain. Il y a eu un colloque du Monde Afrique il y a quelques jours qui parlait justement de la situation des femmes en Afrique qui, je le cite, disait qu'elles sont plus fiables que les hommes, notamment pour rembourser par exemple des crédits. Elles créent plus d'entreprises, elles sont moins affectées et moins concernées par les affaires de corruption et surtout, elles réutilisent de façon plus rationnelle, disons, ou en tout cas plus raisonnable, l'argent qu'elles gagnent pour leurs enfants, pour l'éducation, pour des choses qui sont favorables à l'ensemble de la communauté. Alors, justement, vous parliez des lois. On trouve quand même en Afrique, malgré tout, 2 femmes qui sont à la tête d'un État, l'île Maurice et le Libéria. Quelle est donc la place qui est laissée ou donnée à la femme africaine dans le monde politique ? Il est limité, mais j'aurais tendance à dire il est limité comme un petit peu partout dans le monde entier. On peut parler d'une féminisation de la politique africaine, ou en tout cas on avance vers la mixité, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que finalement l'Afrique est à peu près dans la moyenne mondiale. Il y a eu une étude sur 42 pays d'Afrique où on voit que finalement dans ces 42 pays d'Afrique, les femmes députées ou parlementaires représentent 22%, enfin sont 22%, ce qui correspond à la moyenne mondiale finalement, et la France est à peu près aussi autour de ça, un petit peu plus, un peu moins en fonction. Donc on est tout à fait dans la moyenne. Il y a une véritable progression, ça a beaucoup changé depuis les années 95 notamment. Il y a eu parce qu'il y a eu pas mal de lois qui ont été votées, des lois pour la parité, pour des quotas notamment, et par exemple au Niger ou à Djibouti, il y a 10% de femmes, des quotas de 10% de femmes dans les parlements, 30% en Tanzanie, Rwanda, Burundi ou encore Burkina Faso. Dans certains pays, il y a des sièges qui leur sont réservés et le pays toujours est montré en exemple, c'est le Rwanda où elles représentent plus de 50% des députés et elles ont véritablement un rôle important à jouer. Et cette féminisation de la vie politique, ou en tout cas cette avancée vers la mixité est importante parce que quand les femmes
commencent à rentrer dans les parlements et commencent à, même si quelquefois elles sont dans des postes ou enfin sur des, on les met dans des commissions parlementaires moins importantes, elles peuvent faire bouger les choses de l'intérieur et pour, par exemple faire voter des lois contre les violences faites aux femmes ou en tout cas qui sont un peu plus favorables. Du coup, plus sensibles effectivement à la condition de la femme. Alors malgré ce grand potentiel de la femme africaine dont vous venez de parler, Virginie, elle reste quand même plus vulnérable face à beaucoup de choses, soit des déséquilibres qui soient liés à la sécheresse, etc. sur le continent, mais surtout face aux violences faites aussi bien par les hommes que par la société et les traditions de manière générale. Oui, absolument, elles ont un poids très très important. Alors bien sûr moins dans les villes que dans les campagnes, mais il y a une forte culture patriarcale. Il y a aussi le poids de la religion qui joue énormément et ça amène à effectivement des traditions telles que le mariage forcé ou précoce, les violences domestiques ou encore l'excision. Alors à propos de l'excision, ce qu'il faut dire, c'est que par rapport à toutes ces violences, ce qu'on essaye de contrôler dans ces sociétés patriarcales, c'est le corps de la femme, parce que le corps et la sexualité de la femme sont au cœur, disons, d'un code d'honneur. Et si la femme n'est pas contrôlée dans sa sexualité, les communautés, les familles ont l'impression de perdre leur honneur. Et ça c'est véritablement une chose sur laquelle les ONG essayent de travailler, mais ça prend énormément de temps. Sur l'excision, c'est en train de changer tout doucement. La Gambie, par exemple, a pris une loi contre interdisant l'excision récemment en décembre dernier. Maintenant, il y a encore des pays comme la Somalie, la Guinée ou encore l'Égypte où c'est quasiment 90% des femmes quand même qui sont excisées. Et alors, juste, je finis juste pour le poids de la religion joue aussi, avec notamment en ce moment une influence aussi wahhabite très fort en Afrique centrale, en Afrique du Nord aussi, qui fait qu'on est un peu dans un on y reviendra aussi, entre autres, avec le monde arabe, mais en 30 secondes, Virginie, Human Rights Watch, donc cette organisation des droits de l'homme internationale, vient de lancer une campagne intitulée « Violence conjugale au Maroc », juste après un rapport d'Amnesty International. Là, on souligne les efforts du Maroc, mais on dit c'est pas encore assez. Bah oui, c'est pas encore assez. Au Maroc, entre 18 et 65 ans, plus de 50% des femmes disent avoir subi des violences au sein du couple. C'est effectivement une vision que, voilà, au sein du couple, tout est permis, les viols, les violences, etc. Non, tout n'est pas permis. Il y a des lois qui sont votées contre. Alors, c'est très difficile. Au Maroc, elles n'ont pas encore été votées. En Algérie, elles ont été votées, mais il y a une notion de pardon qui a été introduite qui fait que c'est un petit peu compliqué. En Tunisie, il y a des lois aussi, mais les violences conjugales sont une des raisons des décès de nombreuses femmes. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'associations qui poussent pour que ça change. Merci beaucoup, Virginie. Nous allons donc rester aussi en Afrique, puisqu'on va parler de l'Afrique du Nord, absolument. Nous allons parler des femmes dans le monde arabe et leurs droits, surtout après les révolutions arabes. Beaucoup de questions ont été soulevées avec l'arrivée, entre autres, des courants islamistes conservateurs au pouvoir, que ce soit en Tunisie, en Égypte et même au Maroc, finalement, où en sont donc aujourd'hui toutes ces femmes, leurs droits 5 ans après les révoltes populaires auxquelles la femme arabe, elle, a énormément pris part. Maïsaloun, tout d'abord, il y a plusieurs temps dans ce printemps arabe et par rapport à la relation avec la femme, il y a tout d'abord les révoltes dans la rue où les femmes sont descendues en masse un peu partout dans le monde arabe. Et puis ensuite, on verra la réflexion post-révolution. Là, il y a eu de grandes discussions, entre autres sur des constitutions, etc., où là, la femme n'a pas toujours été associée. Et puis par la suite, l'application un petit peu de ce qui se passe. Vous pouvez nous faire peut-être un résumé? On a vu beaucoup d'experts écrire sur la question de la femme post-printemps arabe ou en cours du printemps arabe. On a vu aussi des rapports internationaux de l'ONU, de l'ESCOA, de plusieurs ONG internationales. Mais le problème pour moi, pour commencer, pour comprendre l'actualité de la femme arabe, il faut tout d'abord sortir des stéréotypes qu'on a dans la tête concernant la femme arabe. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, la femme arabe, c'est pas la femme au foyer qui subit chaque jour des violences morales ou des violences physiques par un système patriarcal. C'est pas ça. Pour moi, aujourd'hui, le problème au monde arabe de la femme est aussi le problème de l'homme. On a un problème de loi lié à la citoyenneté. Aujourd'hui, il n'y a pas de citoyens dans la majorité des pays arabes. La place de l'individu dans la société. Quoi. Exactement. Il faut commencer par les lois qui gèrent cette société. Malheureusement, la femme est la première victime parce qu'il y a la tradition, il y a la religion, il y a aussi tout ce qui est culturel lié à... Virginie, d'ailleurs, a parlé de tout ce qui est le corps de la femme, la sexualité et tout ça. Donc, la femme, au monde arabe, c'est l'honneur pour l'homme. Et c'est compliqué
il faut déjà comprendre tous ces critères-là pour commencer à parler. Mais si on veut parler vraiment de ce qu'on appelle le printemps arabe aujourd'hui, je pense qu'il a permis quand même à la femme d'être à côté de l'homme, partout dans la rue, pour s'exprimer, pour demander le changement. Et ça, c'est nouveau pour nous. Et c'est bien, je pense. Alors, et par rapport à la suite, puisqu'il y a eu de nouvelles constitutions, entre autres, est-ce qu'il y a une nouvelle place pour cette femme arabe après ce printemps? On peut dire qu'aujourd'hui, il y a 2 cas de figure dans le monde arabe. On peut distinguer le cas des pays qui ont fait la révolution et aujourd'hui, ils ont, entre autres, profité d'une stabilité politique, comme la Tunisie, par exemple. Les femmes tunisiennes, par exemple, post-révolution, ils ont galéré pour garder leur acquis de Bourguiba. Elles étaient déjà en avance, oui, à l'époque. Exactement. Ils ont galéré avec les islamistes, mais là, actuellement, on peut dire qu'elles ont réussi à garder tout ça. Mais en même temps, si on voit l'autre cas de figure, par exemple en Syrie, là où la révolte a conduit à une guerre, à des conflits internes, à tout ça, à la création des organisations terroristes, islamistes, djihadistes, entre guillemets, aujourd'hui, on peut voir que la femme là-bas est la première victime. Scientifiquement parlant, la femme syrienne, par exemple, elle n'a pas gagné. Si on veut voir les chiffres comparés, aujourd'hui, la Syrienne, c'est la réfugiée, la Syrienne, c'est la Sabiya, c'est-à-dire c'est la femme prise par Daesh, esclave, exactement. Donc, la femme syrienne, parce que la situation de la révolte sous le titre du printemps arabe a conduit à une guerre, aujourd'hui, la femme n'a pas gagné, malheureusement. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là pour résister. De toute manière, elle combat, et ce fut déjà le cas avant le printemps arabe pour la femme arabe. Alors aujourd'hui, vous avez parlé des organisations terroristes et de Daesh. Il y a 3 types de femmes, si je peux résumer. Il y a celles qui sont aujourd'hui les victimes de Daesh, celles qui sont tuées, violées, etc. Il y a des femmes qui ont rejoint les rangs de Daesh, qui ont fait ce qui est appelé la hijra, donc aller sur place, cet exode religieux. Et puis il y a des femmes, comme les femmes kurdes, qui combattent Daesh, qui vont sur le front. Est-ce qu'on peut résumer à peu près à ça, ces 3 phases un peu de femmes en relation avec Daesh? On peut faire ça, mais en même temps, il faut dire que les femmes qui sont maintenant avec Daesh sous le prétexte de hijra, personnellement, lorsqu'on lit leurs histoires, par exemple, la majorité du temps, ces femmes-là, elles sont là parce que ces hommes, les époux ou les maris, les parents, ont choisi le masculin, le mâle dans leur vie. Il a choisi d'aller avec Daesh. C'est pas un choix vraiment très libre. C'est rare d'avoir des femmes qui ont choisi. Ça existe, cela dit. Ça existe, mais c'est rare. Il y a quelques noms. Il y a Anas, par exemple. On a parlé de Anas, celle qui vraiment combattent avec Daesh. Mais parce qu'on les voit, l'arme à la main, etc. L'arme à la main, c'est extrêmement limité. Les femmes qui combattent dans Daesh, c'est extrêmement limité. Quand elles sont à l'arme à la main, c'est pour faire la police, en fait, pour contrôler les autres femmes, mais elles ne se battent pas ou de la propagande. Ou pour de la propagande, effectivement. Exactement. Mais en parlant aussi des victimes, là, on a vu la femme yézidite, par exemple. Les femmes yézidites, elles étaient victimes de Daesh, mais on a vu aussi que plusieurs femmes yézidites, elles ont fait vraiment l'histoire lorsqu'elles se sont enfuites, par exemple. Après, comment elles ont géré toute cette histoire. La femme yézidite, elle est aujourd'hui dans le Parlement, elle s'exprime. Moi, j'admire vraiment cet exemple. Il y a un autre exemple chez les Syriennes aussi, dans les camps de réfugiés. Par exemple, au Liban, aujourd'hui, la femme syrienne se retrouve toute seule pour subvenir aux besoins de sa famille parce que son mari, il est décédé ou bien il est en guerre. Donc ça, moi, je trouve que vraiment, c'est nouveau pour des femmes qui viennent de milieux ruraux, par exemple, des villages et tout. Forcément. Ouais. Exactement. Donc et là, elles commencent à travailler. Et ça, c'est OK. Elles deviennent des responsables de la famille, en fait. Voilà, un peu d'indépendance économique, un peu d'intégration dans la vie économique. Même si elles ont la vulnérabilité du statut de réfugié, parce qu'elles sont harcelées sexuellement, entre autres. Avec toutes les contraintes qui vont. Justement, souvent en l'absence du mari ou en l'absence du père. Et je voulais peut-être juste finir sur ces femmes kurdes. Il y a eu aussi cette femme chasseur, pilote de chasse émirati, etc. Toutes ces femmes, la symbolique est assez importante, ces femmes-là qui vont aller combattre cette organisation terroriste. C'est vraiment, c'est pas symbolique. Moi, je trouve que si on veut être positif vraiment, Aziza, aujourd'hui, ça fait partie de la réalité de la femme arabe. Maintenant, la femme arabe, elle est
présente. Et Par exemple, au Maroc, par exemple, on a vu la désignation de la première wali, gouverneur à Sousse. La dame, elle s'appelle Zainab El-Adawi. Moi, je trouve que dans mais elle a été nommée par le roi et pas forcément choisie par les partis politiques. Mais déjà pour commencer, c'est pas mal. Même au Parlement, même... Absolument, voilà. Il y a de plus en plus. Merci beaucoup, Maïssa Loun, pour toutes ces explications. Merci à vous deux, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro spécial de Demain à la Une. Je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Au revoir.